Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on va voir comment jouer à Terra Mystica. Donc, Terra Mystica, c'est un jeu édité par Capstone Games, Furlan et aussi Super Meeple pour la version française. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai une version français et anglais. C'est une vieille version de Philosophia que j'ai en ma possession. Et donc, Terra Mystica, c'est un jeu pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs et 30 minutes par joueur, dans lequel on va incarner des peuples qui tentent de se bâtir sur le territoire, faire les plus grandes agglomérations, construire des villes pour des points de victoire, augmenter sur les pistes de culte également pour des points de victoire. C'est un mécanisme aussi de plateau dans lequel on va retirer des éléments de jeu pour les placer sur le plateau qui va nous apporter des revenus supplémentaires aux différentes phases de revenus. Il y a aussi le principe des petits bols de pouvoir qui vont nous permettre de faire des actions spéciales, dépendant comment on gère le pouvoir. Il y a de l'interaction entre les joueurs pour justement gagner du pouvoir en fonction de qui va se construire à côté de nous. Donc, on retrouve ça dans Terra Mystica. On va voir dans le fond les règles complètes du jeu et dans une prochaine vidéo, on va voir aussi le nouveau mode solo qui vient d'arriver juste ici, le Automa Solo Box. Ça va être pour une prochaine vidéo dans laquelle on va présenter une partie en solo ainsi que les règles du mode solo. Donc pour cette vidéo-ci, ça va être comment jouer à Terra Mystica. On y va maintenant. On commence la mise en place par la pose du plateau de jeu au centre de la table. On place ensuite le plateau culte près du plateau de jeu. Prenez ensuite les tuiles pointage, mélangez-les et placez-en une sur la case numéro 6. Placez une deuxième sur la case numéro 5. Si jamais on place une tuile avec des pelles à gauche en 5 ou en 6, on doit remettre cette tuile dans les autres tuiles et en prendre une de remplacement. Elle pourra donc être placée par la suite dans les autres étapes de pointage. Donc, on continue à placer les différentes tuiles. Donc, ici, on a une pelle au niveau 4, donc il n'y a aucun problème. Donc, on place comme ça jusqu'au premier round de jeu. Finalement, on prend la tuile pointage final et on la place sur la case à droite de la tuile en position numéro 6. Prenez les cartes bonus, mélangez-les et sortez-en un nombre selon le nombre de joueurs. Dans cette vidéo règle-ci, nous allons utiliser une configuration à 4 joueurs. Donc, nous révélons 7 tuiles bonus. Les autres tuiles sont remises dans la boîte. Prenez 6 jetons actions et mettez-les proches de chacune des actions sur le plateau principal. Ils seront utilisés en cours de partie pour indiquer que l'action a été utilisée. Placez près du plateau de jeu les 10 tuiles villes pour qu'elles soient visibles pour tous les joueurs. Triez par sorte les différentes tuiles faveurs et placez-les au-dessus du temple approprié. Placez près du plateau de jeu les tuiles actions restantes, les cubes d'ouvriers et les pièces. Attribuez le jeton premier joueur au joueur ayant creusé en dernier un lit de plantation dans son jardin ou y aller tout simplement de façon aléatoire. Pour la mise en place des plateaux de joueurs, chaque joueur reçoit ses 7 marqueurs, ses 3 ponts, 7 prêtres, ses infrastructures. Dans cet exemple-ci,
nous faisons la mise en place des sorcières qui sont principalement dans le terrain des forêts, c'est leur habitat naturel. Nous allons commencer par placer les habitations sur les cases en bas à gauche du plateau. Nous plaçons les comptoirs sur les 4 emplacements au milieu à gauche. Nous plaçons la forteresse sur l'emplacement en haut à gauche. Les 3 temples en bas au milieu à droite, ainsi que le sanctuaire en haut à droite. Nous plaçons un marqueur sur la piste 0 des bateaux, un marqueur sur la piste en bas à gauche des pelles et un marqueur sur la case 20 du plateau principal. Les 4 derniers marqueurs vont sur la case 0 des 4 pistes de culte. Chaque joueur place ses marqueurs sur la case 0 des pistes de culte. Chaque joueur reçoit son revenu de départ en ouvriers et en pièces d'argent, selon ce qui est indiqué en haut à droite sur son plateau de joueur. Dans ce cas-ci, les sorcières reçoivent 3 ouvriers ainsi que 15 pièces. Finalement, les différentes factions vont avancer sur les cultes en fonction de leur plateau de départ. Donc ici, on a 2 avancements sur le temple blanc pour les sorcières. Les alchimistes avancent une fois dans le temple d'eau et une fois dans le temple de feu. Les nomades avancent une fois dans le feu et une fois dans la terre. Finalement, les magiciens du chaos 2 fois dans le feu. Chaque joueur place les jetons de pouvoir selon ce qui est indiqué dans ces différents bols de pouvoir. Donc pour la sorcière, 5 jetons de pouvoir dans le bol 1 et 7 dans le bol 2. Les habitations prises lors de la mise en place initiale du jeu sont prises directement sur le plateau de joueur. Chaque joueur place maintenant ses habitations de départ sur le plateau principal. Pour voir pour une partie d'initiation comment le placement fonctionne et comment il est prédéterminé, je vous invite à aller voir dans les règles. Ici, on va voir comment placer les maisons pour une partie standard. Dans cet exemple de partie à 4 joueurs, nous avons les alchimistes, les sorcières, les magiciens du chaos et les nomades. Donc, les nomades et les magiciens du chaos ont des règles supplémentaires que nous allons voir à l'instant. Donc, supposons que le premier joueur est les sorcières. Donc, les sorcières vont devoir placer une maison sur leur terrain de départ. Donc, le terrain natif des sorcières sont les forêts. Donc, il peut aller où il veut. On peut placer ici, ici, peu importe. C'est le choix stratégique du joueur. Donc, par exemple, on le positionne ici pour cet exemple. Par la suite, c'est au tour des nomades. Donc, les nomades vont placer une maison à leur tour. Les nomades ont 3 habitations à placer et ils vont placer leur dernière après que tous les autres joueurs aient joué. Ensuite de ça, on y va avec les alchimistes. Donc, les alchimistes, ce sont les zones noires. Donc, comme ça ici. Ensuite vient le tour du magicien du chaos. Le magicien du chaos, dans son cas, va seulement placer sa maison, son habitation, à la fin que tous les joueurs ont placé, même après que le nomade ait placé sa 3e habitation. Donc, il ne jouera pas tout de suite. Donc, on revient dans le sens inverse. Donc, magicien du chaos ne joue pas. Ensuite, nomade. Ensuite, alchimiste. Donc, alchimiste peut placer une 2e maison ici. Une 2e habitation. Le nomade va placer une autre habitation. On revient à la sorcière qui place ici. Et finalement, le nomade va placer sa 3e et dernière habitation, par exemple ici. Et finalement, le magicien du chaos va placer son habitation en dernier. Après l'installation des habitations de départ, en commençant par le dernier joueur, les joueurs vont prendre des tuiles bonus. Donc, une tuile bonus par joueur qui vont leur être attribuées, en fait, sélectionnées. Donc, on va enlever 3 autres pour simuler la sélection des 3 autres joueurs dans cette partie à 4 joueurs.
Pour les 3 tuiles restantes, on va mettre une pièce sur chacune des tuiles. Lors de la phase de revenu, chaque joueur va recevoir son revenu en fonction des mains présentes sur son plateau. Donc ici, le joueur sorcière va réclamer 3 ouvriers, va réclamer également 4 pièces, 2 avancements de bol. Donc les avancements de bol de pouvoir fonctionnent de cette façon. Donc s'il y a encore des jetons de pouvoir dans le bol 1, c'est ceux-ci qui vont aller dans le bol 2, donc 1 pour 1. Donc dans ce cas-ci, j'en gagne 2, donc je déplace comme ça ici. Lorsque le bol 1 est vide, c'est du bol 1 vers le bol 2 que nous allons déplacer. Si le bol 1 et le bol 2 sont vides, dans ce cas-ci, on ne peut plus faire de déplacement. Il faut dépenser éventuellement nos éléments dans le bol 3. On va revenir tout à l'heure pour comment utiliser les actions de pouvoir. Finalement, il reçoit un prêtre. Lorsque vous voulez utiliser des jetons de pouvoir du bol 3, vous devez déplacer le nombre indiqué, le bol 3 pour recevoir les actions correspondantes, ou vous pouvez également utiliser les actions sur le plateau principal. Nous allons revenir tout à l'heure pour le fonctionnement complet du bol 3. Durant la phase d'action, chaque joueur va choisir une action parmi les 8 à tour de rôle et on continue comme ça jusqu'à temps que chaque joueur a sélectionné l'action 8, donc déterminé de ne plus jouer durant cette phase d'action. C'est l'action 8, c'est l'action passée, c'est la seule action qui ne peut pas être répétée plus d'une fois. Pour les actions de 1 à 7, elles peuvent être faites plusieurs fois durant la phase d'action, à l'occurrence d'une fois par tour de joueur. L'action 1, transformer et construire. Donc, lorsqu'un joueur veut construire une nouvelle habitation sur le terrain, il doit tout d'abord transformer le terrain en son terrain naturel. Donc, dans cet exemple-ci, le joueur vert veut, par exemple, construire sur un des terrains adjacents ici. Donc, c'est très important qu'il doit être adjacent à un de ces bâtiments. Donc, ici, ici ou ici. Donc, avec un pont, il serait adjacent à ce terrain ici. En plus, c'est son terrain naturel, donc il n'y aurait pas à transformer le terrain. On va aussi être indirectement adjacent selon notre piste de bateau. Donc, plus on est avancé sur la piste de bateau, plus on a de distance qu'on peut parcourir sur l'eau pour avoir des terrains adjacents. Donc, au début de la partie, on est à 0 dans le cas du joueur sorcière. Donc, dans ce cas-ci, elle ne peut pas traverser la rivière d'aucune façon, vu qu'elle est à 0. Par contre, si on est à 2 durant la partie, bien, on peut se rendre 1, 2. Donc, ces cases-ci sont considérées comme indirectement adjacents. Donc, celle-là est à une case, ces deux-là sont à 2 cases d'eau, tout simplement. Pour transformer le terrain, le joueur doit payer un nombre de pelles équivalent au nombre de pelles croisées sur sa roulette. Donc, par exemple, ici, s'il veut construire sur le terrain rouge ici, il doit payer 2 pelles pour se rendre. S'il veut sur le terrain de sable, c'est 3 pelles que ça va lui prendre. Brun, effectivement, 3 pelles aussi. Le terrain de roche, seulement une pelle. Et le marais, qui n'est pas accessible dans aucun des cas, va lui coûter également une pelle. Les pelles sont payées selon la charte ici. Donc, en ce moment, ça y prend 3 ouvriers pour une pelle. Donc, dans ce cas-ci, on veut construire une habitation. On va tout d'abord terraformer le terrain en terrain naturel de forêt. Donc, on va devoir payer 3 ouvriers ici pour une pelle. Et le terrain devient une forêt. On ne peut pas transformer un terrain qui a déjà une habitation dessus, seulement les terrains qui n'ont pas d'habitation dessus. On va ensuite placer notre habitation et payer le coût, donc qui est de 1 ouvrier et 2 pièces. Donc, dans ce cas-ci, le joueur n'a pas assez de ressources. Il peut utiliser l'option, par exemple, de dépenser 3 pouvoirs ici pour gagner une ressource. Donc, un ouvrier qu'il va dépenser plus 2 pièces. Donc, bien sûr, il faut planifier d'avance qu'est-ce qu'on a comme ressources avant, bien sûr, de construire. Plus tard, à la fin de la vidéo, on va revenir sur les différences entre les différents plateaux de peuple. Ça peut arriver que les coûts soient différents d'un peuple à l'autre pour construire les différents bâtiments. Suite à une construction, il faut regarder 2 éléments
qui peuvent entrer en ligne de compte, qui peuvent influencer, nous donner des points et aussi donner des pouvoirs aux adversaires. Donc, premièrement, on doit regarder dans la manche en cours, est-ce qu'il y a des bonus qu'on gagne lorsqu'on construit un certain type de bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on construit une habitation, c'est ce qui est le cas, on va gagner 2 points. Donc, tout simplement, le joueur vert récolte 2 points pour avoir construit une habitation dans cette manche-ci. On va retrouver toutes sortes de pièces comme ça, de bonus. Donc ici pour des comptoirs, on a également aussi pour la forteresse et le sanctuaire. On peut aussi retrouver pour les pelles utilisées. Donc dans ce cas-ci, on a utilisé une pelle, on aurait fait aussi 2 points dépendant de la manche. La fondation d'une ville, c'est une clé comme ça nous donne des points. Donc il faut planifier en fonction des bonus aussi de points dans les différentes manches pour optimiser les points qu'on va faire durant la partie. La partie à droite des tuiles de manche, d'objectifs de manche, sont pour des revenus à la fin de la manche. Donc dans ce cas-ci, pour chaque 4 avancements sur le temple feu, on va faire 4 pouvoirs. Je vous invite à consulter la section annexe du livret de règles pour le détail. Ils sont très bien expliqués de chacune des tuiles que vous allez mettre en jeu dans votre partie. Le deuxième élément à vérifier lorsqu'on construit, c'est de regarder s'il y a des bâtiments adjacents qui sont à des adversaires. Donc, chaque adversaire peut réclamer du pouvoir en fonction des bâtiments qui ont été construits à côté d'eux. Les joueurs qui ont vu une construction adverse être construite durant ce tour-ci à côté de leur bâtiment adjacent vont cumuler le nombre de pouvoirs de leur bâtiment adjacent à ce bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, les valeurs de pouvoir sont indiquées sur le plateau. Donc, 1 pour les habitations, 2 pour les temples et les comptoirs et 3 pour le sanctuaire et la forteresse. Donc, dans ce cas-ci, le joueur jaune peut prendre un pouvoir contre 0 point de victoire. C'est toujours un pouvoir pour 1 point de victoire moins 1. Donc, si on reçoit 2 pouvoirs, ça va être pour 1 point de victoire, etc. Donc, la charte est faite de cette façon-ci. Donc, dans ce cas-ci, c'est bien évidemment, les joueurs jaunes et rouges vont récolter un pouvoir. On ne peut jamais prendre la moitié des pouvoirs, c'est toujours la totale ou aucunement, et il faut payer le coût en points de victoire. À titre d'exemple, le joueur rouge qui construit une habitation sur ce terrain-ci en l'ayant transformé au préalable, va permettre au joueur vert d'aller chercher 2 fois, donc 2 pouvoirs, contre 1 point de victoire. Donc, dans ce cas-ci, il a des pouvoirs encore dans son bol 3, donc il va transférer 2 pouvoirs dans son bol 2 et va perdre 1 point de victoire. Il peut aussi décider de ne pas le prendre et garder ses points de victoire, mais ne pas utiliser de pouvoir. Bien important, lorsque vous utilisez l'action 1, transformer et construire, vous pouvez seulement transformer. Vous n'êtes pas obligé de construire. C'est une option. Et si vous obtenez plus de pelles pour une action que ce que vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser sur un autre terrain, mais vous pouvez seulement construire sur un terrain à ce tour de jeu-là. La deuxième action consiste en l'amélioration de la piste de navigation. Pour le joueur sorcière, améliorer sa piste de navigation lui coûte un prêtre et 4 pièces. Donc, dans ce cas-ci, un prêtre et 4 pièces. Donc, supposons qu'elle a les 4 pièces. Donc, elle va payer ces 4 pièces-là et son prêtre qu'elle va remettre dans sa réserve et va pouvoir avancer de 1 sur la piste. Elle va également marquer 2 points de victoire. La troisième action consiste en l'amélioration de la piste des pelles. Pour améliorer de 1 son coût en pelle, donc réduire le coût d'ouvrier pour chaque pelle utilisée, le joueur sorcière doit payer 2 ouvriers, 5 pièces ainsi qu'un prêtre. Donc 2 ouvriers, 5 pièces ainsi qu'un prêtre pour augmenter son niveau de 1. Elle va également recevoir 6 points de victoire. La quatrième action possible consiste en l'amélioration d'une infrastructure. Donc, vous pouvez améliorer une habitation en comptoir. Donc, il faut suivre les flèches sur le plateau. Donc, lorsqu'on améliore en comptoir, on remplace une habitation et on va payer 2 ouvriers, dans ce cas-ci, et
3 ou 6 pièces. Donc 2 ouvriers, 3 ou 6 pièces. On paie 6 pièces si jamais on n'a aucun autre bâtiment adjacent. Donc le rouge n'était pas ici. S'il n'y a pas de bâtiment adverse, on va devoir payer 6 pièces. Si jamais on avait choisi celui-là à la place, on va, dans ce cas-ci, payer seulement que 3 pièces pour réaliser l'amélioration. Encore une fois, lorsqu'on fait ça, les bâtiments adjacents peuvent aller chercher du pouvoir. Le bâtiment repris, donc l'habitation, va retourner sur le plateau et donc cacher du revenu additionnel, mais on a débloqué un revenu ici différent. On peut améliorer un comptoir en forteresse, encore une fois en payant le coût en ouvriers et en pièces, donc 4 ouvriers et 6 pièces, et placer, donc remplacer comme ça ici, le comptoir qui vient, encore une fois, cacher son revenu de tour et dévoile un nouveau revenu et dévoile une nouvelle habilité ici qui est différente pour chacune des peuples. Encore une fois, les bâtiments adjacents vont récolter du pouvoir, peuvent récolter du pouvoir en fonction de l'amélioration qui a été faite. Si on revient à la configuration comptoir, d'un comptoir, on peut, au lieu d'aller vers la forteresse, on peut améliorer en temple. Un temple va coûter un nombre d'ouvriers et un nombre de pièces, différents dépendant des factions. Donc lorsqu'on a construit, la même chose. Dans ce cas-ci, les sorcières, c'est 2 ouvriers et 5 pièces. Et on va également recevoir une tuile faveur, donc de notre choix. Donc on peut aller prendre une faveur, n'importe quelle dans les tuiles faveur. Donc ici, par exemple, j'ai pris celle-là. Alors dans ce cas-ci, j'ai pris une tuile faveur qui va me permettre d'aller avancer de 3 sur la piste de culte blanche. On revient tout à l'heure pour comment fonctionne la piste de culte. Je vais placer ensuite la tuile à côté de mon plateau de joueur. Finalement, on peut améliorer un temple en sanctuaire, donc une seule fois dans la partie. Lorsque on améliore en sanctuaire, on remet le temple à son endroit et on va payer un coût en ouvrier et en pièces d'argent. Donc dans ce cas-ci, des sorcières, c'est 4 ouvriers, 6 pièces. Ça va débloquer un pouvoir spécial qui est différent pour chacun des peuples et va également nous donner un revenu à la fin, au début de chaque manche. On va également aller chercher une nouvelle tuile pouvoir. Encore là, on peut choisir à notre guise quelle tuile pouvoir on veut aller chercher. On va pouvoir la mettre encore une fois à côté de notre plateau puisque certaines tuiles vont amener des revenus. Bien important, lorsque vous prenez une nouvelle construction du plateau, il faut toujours prendre à partir de la gauche. Donc dans ce cas-ci, toujours à partir de la pièce la plus à gauche, même chose ici, puisque les revenus peuvent être différents, dépendant des constructions et des plateaux de peuple. Finalement, lorsque vous faites une amélioration, bien important de vérifier encore une fois si dans la manche en cours, il y a des bonus de points attribués à cette amélioration-là. Pour la 5e action, le joueur peut utiliser un prêtre pour augmenter dans une des pistes de culte. Donc le joueur vert, par exemple, pourrait aller sur la case 3 ici, peut seulement contenir un prêtre et avancer de 3 sur la piste de culte. À chaque fois qu'on franchit des étapes de pouvoir, le joueur gagne un nombre de pouvoirs indiqué dans le cercle. Donc dans ce cas-ci, le joueur vert gagnerait un pouvoir. Chaque case sur la piste de culte peut contenir plusieurs joueurs. Par contre, seulement un joueur peut être dans la case numéro 10. Et, bien important, pour pouvoir atteindre la case 10, il faut au moins avoir fondé une ville par case 10 qu'on veut atteindre. Donc, si je veux me rendre à 2 cases 10, il va falloir que j'ai fondé 2 villes. La 6e action consiste en utiliser des actions spéciales de pouvoir. Donc, dans ce cas-ci, le joueur va payer un nombre de pouvoirs de son bol 3 vers son bol 1 pour utiliser une des actions sur le plateau. La première action ici consiste à construire un pont. Cette action-ci consiste à obtenir un prêtre. Celle-ci, 2 ouvriers. Celle-ci, 7 pièces, une pelle et 2 pelles. Une fois que l'action est utilisée, elle est recouverte pour la manche et ne peut pas être utilisée par les autres joueurs avant la prochaine manche de jeu. Sachez également qu'un joueur peut utiliser
des conversions de pouvoir à tout moment dans la partie. Ce n'est pas considéré comme une action. Il peut également toujours sacrifier un pouvoir du bol 2 pour en envoyer un dans le bol 3. Sachez que ce pouvoir va être perdu pour tout le reste de la partie. La 7e action consiste à utiliser des actions spéciales. Donc des actions spéciales qui peuvent se retrouver soit sur le plateau des joueurs. Donc par exemple, si lorsque un joueur a placé sa forteresse, il peut utiliser son action ici spéciale une fois par manche de jeu qu'il va recouvrir lorsqu'elle est utilisée. On peut retrouver également des actions spéciales sur les tuiles faveur. Donc encore une fois, lorsqu'elle est utilisée, on va la recouvrir d'un X pour être utilisée seulement la manche prochaine. Finalement, les tuiles bonus peuvent aussi contenir des tuiles d'action avec un contour orange pour être utilisées une fois par manche. La dernière action consiste en passer. Donc lorsqu'un joueur passe, il va tout simplement remettre sa tuile bonus dans le lot de tuiles bonus et aller récupérer une des 3 restantes. Il va bien sûr reprendre l'argent qui était sur la tuile et va la mettre face cachée, comme ça, fermée devant lui pour indiquer qu'il a passé. Le premier joueur à passer va récupérer également le jeton premier joueur. À la fin d'une manche, vous pouvez conserver le nombre de ressources que vous voulez, donc vous n'êtes pas obligé de tout dépenser. Les ressources, l'argent et les prêtres, lors de votre manche de jeu, vous pouvez les conserver pour une manche ultérieure. Il y a une action qui se fait automatiquement lorsqu'on atteint un certain prérequis, c'est la fondation d'une ville. Donc dans cet exemple-ci, le joueur vert décide de construire une habitation qui fait en sorte qu'il a 4 bâtiments adjacents et d'un pouvoir plus grand que 7. Donc il faut regarder les pouvoirs. Donc ici 3, plus 2, plus 1, plus 1. Donc ça fait un total de 7. Également, il y a certaines factions, comme les sorcières, qui, si on débloquait le sanctuaire, demandent seulement 3 bâtiments adjacents. Donc j'aurais pu construire une ville en améliorant ça au lieu de placer une nouvelle habitation. La fondation d'une ville se fait automatiquement et le joueur va aller chercher un des jetons de ville qui sont disponibles dans la partie. Donc il y en a 10 au total, ici on en voit 2, et va recevoir les points de victoire ainsi que le bonus sur la tuile et va placer la tuile de ville tout simplement sous une des habitations. Ça va fonder sa ville. Lorsqu'un joueur va décider par la suite de construire adjacent à cette ville, elle va être considérée dans la même ville. Donc s'il veut construire une nouvelle ville, il doit, par exemple, partir ici d'autres bâtiments et ne jamais mettre de pont entre ces deux villes-là, puisqu'il va être considéré comme adjacent. Si jamais un joueur décide d'unir 2 villes déjà fondées, ça n'a pas d'impact sur la partie. Les 2 villes vont garder leur pouvoir de ville. Les cases qui sont indirectement adjacentes grâce aux pistes de bateaux ne sont pas considérées dans la même ville. Donc, s'il y avait des constructions ici, par exemple, en étant un bateau, elle n'est pas considérée dans la ville ici et peut donc être utilisée pour faire une autre ville ailleurs. On va bien sûr aussi regarder s'il y a des points bonus dans la manche pour la fondation d'une ville. Pour la phase 3, bonus de culte et ajustement, on va tout d'abord regarder les bonus que les joueurs reçoivent pour les fins de manche. Donc ici, dans cet exemple-ci, les joueurs qui sont avancés par pas de 4 sur la piste de feu vont recevoir 4 pouvoirs. Donc s'ils sont sur la case 8 de feu, vont recevoir 8 pouvoirs tout simplement. Encore une fois, je vous invite à aller voir dans le livret de règles pour l'explication de chacune des tuiles de fin de manche. Lorsque des joueurs remportent des pelles, les pelles doivent être utilisées immédiatement et peuvent être sur des bâtiments adjacents, des terrains adjacents, tout simplement, et ils ne peuvent pas construire durant cette phase 3. C'est seulement pour transformer des terrains. L'ordre de réception des bonus se fait dans le nouvel ordre de tour de jeu. On va ensuite retirer les tuiles d'action utilisées pour les rendre disponibles pour la prochaine manche. Même chose pour celles sur les plateaux de joueurs et sur les tuiles bonus. On va également placer une pièce sur chacune des tuiles qui n'a pas été choisie. Donc ça se peut que des tuiles reçoivent 2 pièces et maintenant 2 pièces dessus. Finalement, retourner la tuile de pointage face cachée. La première étape du décompte final, c'est de regarder les avancements sur les différentes pistes de culte.
Le joueur en première position va recevoir 8 points, deuxième 4 points et troisième 2 points. Lorsqu'il y a égalité, donc par exemple comme sur la piste de feu, les deux joueurs vont additionner donc 8 et 4, 12 et diviser en 2 pour 6 points et le joueur noir va recevoir 2 points. Sur la piste bleue, donc 8 points pour le noir, 4 points pour le rouge et 2 points pour le jaune. Même chose sur la piste brune, donc 8 points pour le rouge, 4 points pour le noir et 2 points pour le vert. Sur la piste blanche, on a 8 points pour le vert, 4 points pour le rouge et 0 points pour les deux joueurs ici, puisque il n'y a pas de points qui sont marqués dès que les joueurs sont sur la piste 0. Il faut au moins avoir avancé de 1 pour pouvoir compétitionner sur les majorités ici, les avancements. Le deuxième élément à évaluer lors de la phase de fin de partie, le décompte final, sont les agglomérations. L'agglomération est un réseau de bâtiments directement et indirectement adjacents, donc grâce aux pistes de bateaux, qui constituent le plus grand nombre de bâtiments. Bien important, ce n'est pas le pouvoir des bâtiments, mais bien le nombre d'infrastructures. Donc, dans cet exemple-ci, le joueur vert 1, 2, 3, 4, 5, 6, vu qu'il est avancé de 1 sur sa piste de bateau, donc il est indirectement adjacent, donc ça forme une agglomération de 6 bâtiments. Donc, bien sûr, dans l'exemple ici, les autres joueurs sont à une infrastructure, donc c'est le joueur vert qui remporte les 18 points. Donc, c'est toujours comme ça. En cas d'égalité, on additionne et on divise en 2 pour les égalités, ou en 3 s'il y a triple égalité. Finalement, les joueurs convertissent leurs ressources restantes selon la charte ici de conversion. Donc, les prêtres en un ouvrier et les ouvriers en pièces d'argent. Chaque 3 pièces d'argent rapporte un point de victoire. Le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie remporte. En cas d'égalité, il y a plus qu'un vainqueur. Allons voir maintenant les pouvoirs des différents peuples. Donc, les magiciens du chaos peuvent seulement construire une habitation au début de la partie et doit être fait après que tous les joueurs aient placé leurs habitations de départ. Le magicien du chaos reçoit 2 tuiles faveur à chaque fois qu'il construit un temple ou un sanctuaire. L'action spéciale de la forteresse du magicien du chaos consiste en prendre 2 tuiles d'action et pouvoir jouer un tour en réalisant 2 actions consécutives. Pour les géants, son action de départ consiste en toute la partie. Il doit toujours payer 2 pelles pour convertir, transformer un terrain, n'importe quel type de terrain. Donc, s'il remporte durant une tuile avec une fin de manche seulement une pelle, il va devoir la perdre tout simplement. L'action de sa forteresse consiste en avoir une action qui lui permet de gagner 2 pelles automatiquement. Pour les nomades, ils commencent la partie avec 3 habitations. La troisième habitation est placée après que tous les joueurs aient placé leurs 2 habitations, mais avant que le magicien du chaos place son habitation. Lorsque vous construisez la forteresse, vous recevez l'action spéciale qui permet de changer un terrain automatiquement en terrain de sable et de faire une construction également en même temps. Le fakir permet de construire à une case plus loin en utilisant un plateau. Le fakir permet de se déplacer d'une case plus loin pour transformer le terrain. Il utilise un tapis volant. À chaque fois qu'il fait cette action en utilisant un prêtre en plus, ça lui donne 4 points de victoire. Lorsqu'il construit la forteresse, il peut maintenant se déplacer à 2 de distance en payant encore une fois un prêtre et recevoir 4 points. Les distances de ces tapis volants sont comptées lors de la phase de calcul des agglomérations. Pour les alchimistes, vous pouvez toujours transformer un point de victoire en une pièce ou 2 pièces en un point de victoire. Lorsque vous construisez la forteresse, vous recevez immédiatement 12 pouvoirs et à chaque fois que vous recevez une pelle, vous gagnez 2 pouvoirs. Pour les ombrelins, vous devez toujours payer des prêtres pour chacune des pelles et recevoir 2 points de victoire à chaque transformation. Lorsque vous construisez la forteresse, vous pouvez réaliser une fois, changer 3 ouvriers pour 3 prêtres. Pour les cultistes, lorsque un adversaire décide de prendre du pouvoir, un ou plusieurs adversaires, donc au moins un adversaire décide de prendre du pouvoir,
lors d'une construction adjacente, vous gagnez un avancement de culte. Lorsque vous construisez la forteresse, vous recevez immédiatement 7 points. Pour les halflings, vous recevez un point de victoire à chaque fois que vous utilisez une pelle. Lorsque vous construisez la forteresse, vous recevez immédiatement 3 pelles. Pour les morbans, vous recevez 3 ouvriers lorsque vous fondez une ville. Et lorsque vous construisez la forteresse, vous avez une action spéciale pour le reste de la partie qui permet de transformer une habitation en comptoir. Pour les sirènes, vous pouvez fonder une ville en passant par-dessus une rivière. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette action, mais vous devez placer le jeton ville sur la case rivière lorsque vous utilisez ce pouvoir. Lorsque vous construisez la forteresse, vous pouvez avancer une fois de 1 sur la piste des bateaux. Pour les ingénieurs, vous pouvez utiliser l'action dépenser 2 ouvriers pour construire un pont. Vous pouvez utiliser plusieurs fois cette action dans une manche. Lorsque vous construisez la forteresse, vous obtenez 3 points à la fin lorsque vous passez pour chaque pont qui relie 2 de vos infrastructures. Pour les nains, vous pouvez construire des tunnels pour transformer des terrains. Donc, vous pouvez sauter une case en payant 2 ouvriers supplémentaires. Vous faites 4 points lorsque vous faites cette action. Lorsque vous faites la forteresse, cette action est réduite à 1 ouvrier au lieu de 2. Vous recevez encore 4 points lorsque vous faites cette action. Lors du décompte des agglomérations, ce saut de case est compté, peu importe le nombre d'ouvriers qui vous reste pour calculer vos agglomérations. Pour les sorcières, vous recevez 5 points chaque fois que vous fondez une ville. Et lorsque vous construisez la forteresse, vous recevez une action spéciale utilisable durant la partie à chacune des manches pour placer une habitation sur un terrain de forêt, peu importe sur le plateau, tant qu'il soit déjà en forêt lorsque vous faites cette action. Vous ne pouvez pas transformer le terrain avant de faire cette action. Pour les arènes, vous n'avez pas d'action de départ et lorsque vous construisez la forteresse, vous recevez immédiatement une tuile faveur et une action spéciale à utiliser durant la partie à chacune des manches pour avancer de 2 sur la piste de culte de votre choix. C'est ce qui complète cette vidéo de comment jouer à Terra Mystica. Dans une prochaine vidéo, je vais également présenter les règles avec le nouveau mode Automa Solo ainsi qu'une partie en solo. Je vous invite également à aller visiter la boutique partenaire, ma boutique, la boutique lapioche.com, boutiquelapioche.com et pour faire vos achats de jeux. Et également, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, à également sonner la petite cloche si vous voulez être avisé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Encore une fois, merci, bye bye.